Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club. Ce soir, le Synthé Night Club fête ses 4 ans d'existence. Et oui, 4 ans à couvrir l'actualité, parfois grandiose, rarement, mais parfois morose de l'AS Saint-Étienne. Et on avait décidé, en cas de victoire, de vous proposer un grand show digne des meilleurs soirs de Geoffroy Guichard. Malheureusement, au bout de 17 minutes, j'ai rangé les fumigènes et le mégaphone. Pourtant, nos Verts ont continué d'y croire et sans ce 13e penalty concédé, on aurait triomphé du club de Loïs Diony. Alors on se retrouve comme tous les lundis depuis 4 ans pour parler des errements défensifs de l'équipe, d'un Cardona surmotivé, d'un Horneland frustré, tout ça dans le but d'un maintien qui ne sera pas simple sans être pour autant inatteignable. Pour débattre avec nous cette semaine, j'accueille tout d'abord Adrien Ponsard. Bonsoir Adrien. Bonsoir Keun, bonsoir Karl, bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Ah bah ça va, ça pourrait aller mieux si on avait décroché ces 3 points samedi soir, mais bon, on va se contenter de ce point, malgré que je pense qu'il y avait la place de chercher la victoire. Très bien. Eh ben écoute, ouais, on va l'analyser ce point pris tous ensemble. Avec nous également ce cher Pierre. Bonsoir Pierre. Salut tout le monde, salut Keun. Comment tu vas toi ? Bah écoute, ça va, tout va bien. Est-ce Enfin, que- ça aurait été encore mieux si on avait 2 points de plus, mais ça va. Est-ce que tu as aimé la première mi-temps de N'Guessan ? Je crois qu'on va en parler un peu plus tard. On va en parler un peu plus tard. Et enfin, l'ami Karl. Bonsoir Karl. Bonsoir Keun, bonsoir Pierre, bonsoir Adrien, bonsoir le chat, Bonsoir. que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Et merci pour tous vos messages d'anniversaire. J'en profite pour saluer notamment Aurel Bro qui vient de se réveiller il nous écoute de l'Australie. Oh, on a un Australien avec nous. Magnifique. Eh bien oui, donc que vous nous écoutiez en podcast, en direct sur YouTube ou sur Twitch, n'hésitez pas à donner votre avis. Karl est là pour faire remonter vos réflexions les plus intéressantes sur le live. Et puis pensez à vous abonner si vous écoutez en podcast. Ça nous aide et ça nous soutient plus que vous ne le croyez. Allez, c'est parti, débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Messieurs, nous sommes lundi, le match a eu lieu il y a quelques jours maintenant. Je vous ai mis des photos de l'entraînement en illustration parce que le club ne nous a pas fourni les photos du match. Première question toute simple et purement émotionnelle. Est-ce que vous avez digéré ce match nul particulièrement frustrant puisqu'on se fait rejoindre, comme vous le savez, à la 94e. Adrien, est-ce que tu as digéré toi ? Oui, je l'ai digéré parce que honnêtement, à la 17e minute, j'aurais jamais pensé qu'on puisse revenir à 2-2, Ouais. sincèrement, parce que vu le jeu pitoyable qu'on a produit pendant ces 17 premières minutes, je me suis dit sincèrement, ça va être une débâcle comme à Marseille. Et puis, avec ce but de Cardona juste avant la mi-temps, ça a donné un petit peu confiance à tout le monde. Et puis, je pense aussi que le 12e homme a fait son travail, le public, parce que pendant 90 minutes, ils ont poussé, ils n'ont pas lâché. Et ça a donné un petit peu des ailes à tout le monde. Tant mieux. Ouais. Pierre, est-ce que tu as digéré toi ? Alors non, moi j'ai pas digéré personnellement parce que c'était un match charnière qu'il fallait vraiment gagner. Alors oui, si on voit le scénario, le fait qu'on soit mené à la 17e minute, on peut penser que le résultat est heureux. Mais le fait de se faire égaliser comme ça dans les arrêts de jeu, sur un penalty assez litigieux, euh, pour moi, je retiens quand même plus qu'on ait perdu 2 points que l'inverse. Ok. Bon, écoutez, tu viens de l'évoquer, ce penalty litigieux. Je vois que dans le chat, ça a envie de parler d'arbitrage. Alors, on est quand même loin de toutes les polémiques liées notamment à l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui se passait en coulisses de la Ouais. Ligue 1. Mais ce dernier penalty, donc le 13e encaissé cette saison, ouais, tu dis assez litigieux. C'est un euphémisme pour dire complètement arnaqué ou c'est ou Alors pour moi, vraiment tu l'estimes litigieux?
Pour moi, et je vais peut-être aller un peu à contre-courant, mais c'est pas un scandale. Ok. Je pense que c'est à l'appréciation de l'arbitre. Peut-être que sur 10 arbitres, il y en a 5 qui le sifflent et 5 qui le sifflent pas. Il n'est pas appelé par la VAR, il n'est pas déjugé. Mais le problème qui m'embête plus, c'est qu'en ce moment, et notamment depuis 4 matchs, j'ai l'impression que chaque décision qui est un peu euh, enfin, tout tourne contre nous. Dès qu'il y a une situation un peu litigieuse, c'est contre nous. Donc c'est ça qui est frustrant pour ma part. Après, voilà, on sait très bien que dans la surface, chaque contact peut être sanctionné. Et voilà, Bernauer il glisse, c'est un mélange de malchance, voilà, c'est beaucoup de faits qui font que on prend un penalty et à la fin, on a un nul hyper frustrant. T'es d'accord, Adrien, pour toi, c'est les étoiles qui se sont mal alignées? Ah oui, là, c'est un penalty comme ça, tu le siffles à la 60e. Bon, je peux comprendre, mais à la 93e minute, et tu vas même pas voir la VAR, c'est même pas que jugé par la VAR, j'ai trouvé ça scandaleux. Honnêtement, pour moi, c'était scandaleux parce que vraiment, on voit que c'est le joueur qui vient se jeter sur Bernauer. Après, c'est malheureux pour lui, son premier match, ses premières minutes. Ouais, voilà, enfin, il nous coûte 3 points. C'est pas lui qui nous coûte 3 points, mais pour le mettre en confiance, c'est déjà compliqué, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un penalty qui est vraiment sévère. Karl, dans le chat, qu'est-ce que ça nous dit par rapport au penalty? Est-ce que c'est plutôt du côté de Pierre un petit peu mitigé? Oui, bon, il peut y avoir péno, il peut ne pas y avoir péno, ou on est plus du côté scandaleux de Adrien? Bah, en fait, il y a les deux. Il y a les deux parce qu'il y a, par exemple, Albert qui nous dit pas vraiment digéré, 2 points perdus, des décisions encore défavorables qui nous laissent penser que rien ne nous sera épargné. Il y en a d'autres qui disent que c'est trop de pénalty cadeaux et l'Arseneur, il peut aussi en arrêter de temps en temps. Non. Tiens, J'adore je te l'Arseneur. coupe une demi-seconde. Pour les stats, on est sur 13 pénaltys concédés et il y en a 12 qui ont été inscrits. Il y en a un qui a été arrêté face à Greenwood, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais attends, mais après, il marque, hein, Greenwood. Oui, Et oui, oui, bien effectivement, il est sûr. arrêté, Ouais. il suit et il marque. Donc, Oui. oui. Voilà. Oui. Je te laisse reprendre. Ouais, oui, c'est clair. Après, il y a Pompoche qui relativise, qui dit que le plus frustrant, c'était pas le dernier but, mais les 2 premiers qui sont largement évitables selon lui. Ah On oui. prend trop de buts. Si ce n'est pas rangé, on prend une volée. Il y a Céline qui elle, parle de l'arbitrage, qui dit 3 buts magnifiques, mais c'est dommage que l'on se fasse berner par l'arbitre en fin de match sur un penalty inexistant. Et il y a Jo42 qui nous dit mais comment Angers se retrouve dans notre surface à la 93e minute? C'est ça la vraie question. Et il y a Folk63 qui nous dit je suis partagé car le résultat est très décevant. Malgré tout, j'ai envie de retenir que pour la première fois depuis longtemps, j'ai vibré devant un match des Verts et il y a eu de l'envie malgré les insuffisances. Voilà. Ok, eh ben merci. Justement, on parlait de Bernauer, donc qui a fait ses premières minutes sous le maillot vert. On va parler un petit peu des individualités. Justement, Bernauer, on a eu l'occasion de le voir, même si c'était pas sur l'intégralité du match. Mis à part ce penalty concédé qui, on le redit, est discutable. Est-ce que vous avez bien aimé son entrée en jeu? Adrien, t'en as pensé quoi, toi? Ah ben, personnellement, alors je veux pas être méchant, mais pour moi, oui, j'ai bien aimé son entrée en jeu. Je préfère Bernauer à Yohan Masson. Je suis désolé, mais Yohan Masson, Ivan Masson. Ivan Masson, pardon, c'était une purge. Honnêtement, c'était une purge. Je suis désolé, ce joueur, il monte beaucoup, beaucoup, mais pour se replacer, il est toujours en retard. Il est toujours en train de contester les décisions arbitrales. Il prend des cartons. Alors, certes, il revient de blessure, mais à un moment ou à un autre, sur des matchs comme ça, quand tu vois que tu prends le bouillon au début de match, reste en place et arrête de te jeter sur l'avant, l'avant, l'avant. On a un Petro qui est peut-être moins bon techniquement que lui, mais par contre, c'est un mec qui va rien lâcher pendant 1 heure et demie. On l'a encore vu ce week-end. Il est au départ du deuxième but d'Equo. Et moi, Bernard, j'aime bien et je pense que ça peut être une bonne solution sur le côté. Et tu penses que ça peut être une bonne solution sur le côté, ou tu le verrais justement prendre la place d'un Batubinsika qui a, par exemple, pas été très à son avantage avant-hier soir? Alors sur ce match, ouais, c'est vrai qu'il fait cette première faute, mais après, dans le jeu, je ne l'ai pas trouvé trop mauvais non plus. Après, c'est clair que on va serrer les fesses à chaque fois qu'un attaquant va entrer dans les 18 mètres maintenant, parce que à chaque fois qu'il y en a un qui rentre, c'est un penalty. Hmm. 23 matchs de championnat, c'est un penalty tous les 2 matchs. Ouais. Et c'est quand même énorme. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont peur de faire des erreurs. Et en fin de compte, le fait d'avoir peur de faire ces erreurs, ils les font automatiquement. Et là, ça commence à devenir très compliqué. Alors qu'on dise que l'Arsenal, il en a arrêté un, mais il s'était embarqué derrière.
Un penalty, c'est du 50-50. Hein. S'il est bien tiré, t'as beau partir du bon côté, c'est compliqué. Hein. Ouais. Pierre, toi, pour l'entrée de Bernauer, t'as bien aimé les quelques minutes où on l'a vu sur le terrain? Eh ben écoute, effectivement, bon, il y a cet incident regrettable en fin de match, mais pour le reste, c'est dur à juger. Moi, je sais pas si justement il a le profil pour être latéral droit. Je peux me tromper, hein. Alors certes, il a déjà joué des matchs à ce poste, mais oui, il fait pas effectivement, il fait une rentrée correcte sinon. Mais on va vite le revoir, enfin, on va le voir en tant que central bientôt, Bernauer, parce qu'il y a Batoubin Sika qui va être suspendu suite Ben, au jaune qu'il prend. alors, Donc on Karl, aura Karl, l'occasion de tu le vas peut-être voir. pouvoir nous éclairer là-dessus, mais j'ai cru comprendre que potentiellement son carton jaune, ça révoque son sursis, mais ce serait peut-être pas valable contre Nice, mais peut-être contre Le Havre. Est-ce que t'en sais C'est plus? contre. Ouais, Moi, j'ai une interrogation assez particulière sur ce cas-là, parce que généralement, les jaunes révoquent un sursis quand c'est une faute de la même nature que la sanction initiale. Donc ça reste à l'appréciation de la commission de discipline. Et si c'est le cas, ça fait sauter le sursis directement, donc il n'est pas là samedi. Ok, donc ce serait plutôt contre Nice. Ok, ça marche. Voilà. Pardon, je te laisse reprendre, Pierre. alors voilà, juste qu'on allait le voir, on va le voir dans l'axe. On va le voir dans l'axe, forcément, vu que Batoubin Sika sera suspendu. Donc pour moi, ça sera intéressant de voir une charnière Nadé, Bernauer, tout simplement. Ok. Justement, dans le chat sur l'entrée de Bernauer, est-ce que les gens retiennent uniquement son penalty ou est-ce qu'ils ont quand même apprécié ses premières minutes vertes? Écoute, il considère que ça vaudrait le coup, en tout cas, de tester Bernauer face à la place, par exemple, de notamment Batoubin Sika. Pour Laurent, Bernauer est largement mieux que Batoubin Sika. Franck Follet abonde dans ce sens-là. Justement, ça en profite surtout pour descendre Batoubin Sika après son match. Bernauer dit qu'il joue intelligemment, il aurait dû se taire. C'est Ashkan qui nous dit ça. On n'a pas de bol sur la faute de Bernauer, alors je m'en rajoute. Bernauer, faut l'essayer à la place de Batou. Il y en a qui disent qu'effectivement Masson est nul. Bon, voilà, c'est des termes crus, mais voilà, l'idée est là. Masson et tout. Ouais, bon, après, ça part dans des messages pas forcément très constructifs. Ok, Donc, je vais peut-être me limiter à ça, quoi. ok, ça marche. Je réponds juste à Joe42 qui disait 8 buts pris en 2 matchs, c'est énorme. Ça aurait pu être 8 buts pris en un match, hein, on a déjà donné contre Nice, hein, donc C'est tout est clair. possible. Tu parlais tout à l'heure du fait que t'avais pas du tout aimé le match de Ivan Masson et que finalement, dans le jeu, Batoubin Sika avait été peut-être moins mauvais. Si on se concentre un petit peu sur les flops sur ce match, au niveau des individualités, euh, Adrien, toi, tu retiendrais qui en flop sur ce match? Est-ce que ce serait Masson du coup? Bah, oui, il y a Masson. Pour moi, il y a Masson. Après, je ne vais pas dire petit Nguessan parce que, sincèrement, le mettre d'entrée de match comme ça sur un Oui. match aussi important, c'est le balancer dans la gueule du loup, le gamin. Oui, j'ai fait une blague dans Euh, l'intro sur Nguessan, mais oui, oui, Ça on va, va être on sympa le avec. jette en pâture, le gamin. Il a 16 ans. On va lui demander de faire des efforts que fait David Ashvili. C'est très compliqué. Ce gamin, il faut le faire jouer 20-25 minutes. Il a du jus, il a du pels, il va mettre de l'intensité. Mais sur 1 heure et demie, sur un début de match comme ça, catastrophique en plus, c'est pas le mettre dans de bonnes conditions. Et surtout, Nguessan, c'est un 9. Et En on le met plus, sur on l'aile, le met donc sur le côté, ouais. on le pénalise. Enfin, on se tire un peu une épine dans. C'est un match hyper important. Euh, et ouais, il est pas à son poste, il a 16 ans, le gamin, donc c'est risqué, c'est un pari qui n'a pas fonctionné, effectivement. Ok, donc bon, Nguessan qui était aussi avant tout là, on l'a vu, hein, Orneland l'a dit, c'était pour entre guillemets laisser à David Tachvili le temps de se reposer un petit peu, mais aussi peut-être le piquer un petit peu. Au final, ça a peut-être fonctionné parce que il fait une passe décisive et il fait une belle entrée en seconde période. Donc ouais, on a Masson, Nguessan. Est-ce que vous avez envie de citer quelqu'un d'autre dans les flops? Je vois beaucoup de gens dans le chat dire Larsonneur. Est-ce que vous les rejoignez ou est-ce que les buts sont inévitables là-dessus, Pierre? Moi, je pense que les gens, ils déplorent le fait que l'Arseneur, il arrête pas un penalty depuis le début de saison. Mais moi, il y a un flop
que j'ai envie de signaler. Pourtant, j'adore ce mec, mais c'est Batou Binsika. Depuis quelques matchs, c'est vraiment, vraiment compliqué. On encaisse vraiment beaucoup de buts. Il fait cette faute au bout de 5 minutes de jeu parce qu'il est en retard dans la surface. Et ouais, pour moi, je mettrais Batou Binsika dans mes flops. Et c'est peut-être, s'il est suspendu, c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'on va peut-être pouvoir changer la défense, essayer, comme je disais, Bernauer. Et voilà, mais pour moi, dans cette défense, il faut changer quelque chose parce que Ah bon, Ouais. prendre la bouillon à question, chaque match. la, Hein. la question, c'est quoi? Parce qu'on a un peu tout essayé. Bah, et Mais quoi, ouais, il est titulaire quand même. bah, il joue en 6, c'est quoi? Donc bon, Oui, non, mais c'était une blague parce que t'as il dit est la pol- question c'est quoi. Allez, Ah, je te laisse enchaîner. j'avais pas compris la vanne, désolé. Donc voilà, à suivre. Mais ouais, en flop, moi, je mettrais Batou Binsika aussi. Ok. Adrien, toi, tu rejoins Pierre sur Batuming Sika ou pas? Oui, oui, sur le début de match qu'il fait, c'est sûr que c'est. Puis ça te met pas dans un match, ça te met pas bien dans le match parce que tu fais une faute au bout de 5 minutes. Même sur le centre de Langevin, il est un petit peu en retard aussi. Il l'empêche de Mm. centrer, il va pas le serrer correctement. Et même sur le penalty, comme il est placé sur le terrain, il a juste à continuer sa course pour l'enfermer sur la ligne de touche. Il va faire cette faute. Je pense que oui, c'est compliqué. Après, ça reste pas un mauvais joueur. Il faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais c'est vrai, depuis 2 matchs, c'est très compliqué. Surtout, il revenait d'un carton rouge, hein, il me semble. Hein. Ouais. À Marseille, il n'était pas. Le match d'avant, ça a été compliqué aussi. Il se met pas dans de bonnes conditions en faisant cette faute en début de match. Ça te met un petit peu la tête dans le sac. Oui, c'est un joueur qui a comme qualité quand même normalement son sang-froid et là on le sent plus nerveux depuis quelques matchs et du coup bah, s'il perd l'une de ses principales qualités c'est pas forcément bon signe. Au niveau Ah, des flops, Karl dans le chat, est-ce qu'il y a d'autres noms qui ressortent? Bah, d'autres non, non, effectivement, c'est tous les mêmes qui reviennent, mais effectivement, l'Arsenal fait beaucoup jaser depuis le match de l'Arsenal fait beaucoup jaser depuis le début de l'émission. Il y a Batoumé, Sika et Nguessan qui sont cités également. Il y en a qui quand même posent la question de savoir Sissoko le reverra-t-on d'ici la fin de saison? Pourquoi ne l'a pas avoir fait entrer au moins en jeu? Et puis en fait, il y a aussi Horneland qui est cité justement pour son choix de titulariser Nguessan et aussi son choix de ne pas faire rentrer par exemple en jeu Emel Mouefek pour consolider le milieu de terrain plutôt que de faire rentrer Augustine Boaké. Ok, bah justement ouais les choix de Horneland, donc là je vous affiche la compo de départ. Pour vous il se trompe dans son 11 de départ, Pierre? Ouais, pour moi, il se trompe avec Nguessan. Pour les raisons qu'on a évoquées au préalable. Il joue pas à son poste. Voilà, c'est un match hyper important. Si on était en milieu de tableau, qu'on n'avait plus rien à jouer, qu'il restait 5 journées de Ligue 1, je dirais c'est très bien de faire jouer Nguessan. Mais là, effectivement, et même si tu veux piquer Davitashvili en le mettant sur le banc, pour moi, tu avais la solution Cardona à gauche, Boaki à droite, ou à droite, vice-versa, ouais, il peut te faire muter. Mais, exactement. euh, Ouais. mais effectivement, j'ai pas compris ce choix, et ouais, sur le coup, je pense qu'on peut dire qu'il s'est planté, notre ami Horneland. Ouais. Adrien, Ouais, je suis tu le d'accord. rejoins Ouais, je là-dessus? suis d'accord avec Pierre. Oui, je suis d'accord avec Pierre. Tu mettais Cardona sur un côté à droite ou à gauche et Boaké de l'autre côté, Ouais. mais tu faisais pas démarrer ce gamin. Moi, c'est le tuer. Alors surtout il l'a pas pris dans le groupe pour la Marseille, ou alors il était blessé ou suspendu, je sais pas. Mais il le prend pas dans le groupe. Et le match d'après contre Angers, qui est hyper important, et pour l'équipe, c'est une victoire qui est obligatoire. Il va mettre un gamin de 16 ans en face à Angers. En plus, défensivement, c'est quand même costaud. On l'a pas vu toucher un ballon du match. Ouais. Enfin, de la 45 minutes, il a pas touché un ballon. Il a gagné un corner. Et bah, c'est le corner où on marque d'ailleurs, il me semble. C'est la seule chose qu'il a fait de correct dans ce match. C'est dommage pour lui parce que je pense qu'il a de bonnes qualités, ce gamin. Mais voilà, Hmm. comme le dit Pierre, c'est un avant-centre. Moi, j'étais avant-centre, me mettre sur un côté, c'était compliqué. Bah, tiens, tant qu'on parle de Horneland, il y a quelque chose qui est assez intéressant à noter, je trouve, c'est que depuis son arrivée, on a beaucoup mis en avant
la volonté de pressing norvégien à toute épreuve qu'il voulait mettre en place. On l'a vu notamment contre Reims, mais on l'a même vu sur les matchs qui ont suivi, même si les résultats étaient moins en rendez-vous. Ça fait 2,5, 3 matchs qu'on le voit moins ce pressing. Est-ce que vous pensez que c'est un choix de Horneland qui revient un petit peu sur ses idées de valoriser le PPDA, ou est-ce que c'est plutôt subi de c'est tellement énergivore que ça y est, les joueurs ils sont déjà cramés de cette méthode? T'en penses quoi, Adrien, de ça? Le problème le premier match qu'ils ont eu contre Reims, qu'on a pressé, ça jouait haut, ça jouait haut. Reims n'était pas habitué de presser autant. Les équipes ont vu comment on jouait maintenant. Et on l'a vu contre Angers. On a pressé Angers, les ballons c'était dans le dos, donc on était tous montés on était tous sur l'offensive. Défensivement, on s'est retrouvés souvent avec Nadé, Batobi, Chika à deux, et comme le match de Rennes, c'est qu'à un moment ou à un autre, les équipes voient comment on joue. Si on joue 2 3 matchs d'affilée de la même façon, on va faire un pressing haut, et mettre des ballons dans le dos, et dans le dos, c'est les espaces. Donc je pense il devrait un petit peu recadrer et jouer peut-être un petit peu moins l'offensif. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a toujours, là, depuis son arrivée, eu la possession de balle, mais effectivement, peut-être que sa mise en place tactique est assez facile à lire. Pierre, on s'en souvient, hein, face à Rennes aussi, Habib Bey avait assez facilement lu le jeu et on s'était fait prendre sur des contre-attaques rapides. Ouais, effectivement, je partage l'analyse d'Adrien, mais ouais, c'est dur à dire. Est-ce que effectivement, c'est peut-être hyper énergivore, peut-être que certains joueurs n'arrivent pas à suivre le rythme, entre guillemets. Ouais, pour ma part, j'ai du mal à l'analyser. J'ai du mal à l'analyser, effectivement, mais on va voir ce qu'il en est des prochains matchs, et notamment les matchs qui seront contre nos concurrents directs au Havre et à Montpellier. On verra peut-être que le coach va réorganiser tout ceci. On verra. En étant un petit peu plus positif, on a quand même eu droit à déjà une remontée au score. On a eu droit à un doublé d'Irvine Cardona. Est-ce que Irvine Cardona, on se souvient de la demi-saison incroyable qu'il avait fait l'an passé, là il remet un doublé. Est-ce que Cardona, ça vous donne une réelle raison d'y croire à ce maintien dans de meilleures conditions? Pierre, t'en penses quoi? Bien sûr. Là, il a réenclenché l'histoire d'amour entre lui et les supporters. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas les 3 points à la fin, mais il nous a fait vibrer, Cardona, sur ce match. Il met 2 buts, voilà, il va célébrer avec les supporters. Il avait fait une belle passe décisive à Marseille. Effectivement, il a eu 1 ou 2 matchs pour se régler. Et là, on a l'impression, alors on va pas s'enflammer, hein, mais on a l'impression que voilà, il apporte quelque chose d'hyper positif dans cette équipe. Euh, Il n'y a pas de raison que les prochains matchs, ça ne matche pas, d'autant plus que ouais, il apporte une énergie hyper positive. Et ce doublé va lui faire beaucoup de bien, je pense. Donc, Ouais. ouais, ouais. S'il y avait un point positif sur cette soirée, c'est vraiment le match de Cardona. C'est vraiment un joueur spécial, et je crois que tout le monde l'aime, et il rend bien la chose aux supporters. Ouais, Adrien, Mm. l'état d'esprit de Cardona et son niveau affiché, tu penses que ça peut être le Ah oui, phare dans la tempête? ah oui, bien sûr, c'est un pion essentiel dans l'équipe. D'ailleurs, la saison dernière, il a mis 2 matchs à se mettre en route. Et au bout des 2 matchs, je crois que son premier doublé, c'est contre Amiens. Il a enchaîné avec Angers derrière. Et après, c'était continuel. Il lui fallait au moins ces 2 matchs, voilà, pour entrer dedans. Alors, physiquement, il est un petit peu court parce que il n'a pas tellement joué en Espagne. Mais c'est vrai que c'est un mec pour moi, il va porter l'équipe. Et si un Dashvili s'intègre à lui, on peut avoir quand même une sacrée base offensive parce qu'on a des gamins comme derrière le petit Bouchouari qui est peut-être un numéro 6, un milieu de terrain numéro 6 piston. Mais alors qu'est-ce qui va de l'avance, gamin? Et ça, c'est énorme pour Cardona qui fait des appels, qui va à droite, qui va à gauche. Avec des joueurs de ballon comme le petit Bouchouari, Mouton quand il est en forme, ça peut être très intéressant. Mais c'est vrai que Cardona, là, il vient de lancer sa saison. Ouais.
Et au niveau des tops, donc bon, je pense que évidemment tout le monde s'accordera à dire que Irving Cardona fait partie des tops. Mais Adrien, est-ce que tu as envie de parler d'un autre ou de plusieurs autres joueurs? D'ailleurs, dans le chat, je vois que ça donne que vous donnez vos tops. N'hésitez pas à continuer. Je vois pas mal de Tardieu, par exemple. Est-ce que toi aussi le match de Tardieu t'a plu? Ouais, je l'ai pas trouvé dégueulasse, Stardieu. Alors, il a de la bouteille, il a de l'expérience, mais on voit que dans son jeu, lui aussi, il est un petit peu il est un petit peu complémentaire avec Bouchoirie, parce que Bouchoirie va beaucoup de l'avant, lui, Tardieu reste plus en place derrière lui. Et j'ai trouvé que dans son jeu, dans son envie, j'ai trouvé de l'envie de Tardieu aussi. Et c'est bien pour lui, parce que ça fait un moment aussi qu'il jouait pas. Tardieu, pour moi, il fait un bon match. Pour moi, mes trois tops, ça serait Cardona, Bouchoirie et Tardieu. Cardona, Bouchoirie, Tardieu. Pierre, est-ce que tu as les mêmes ou est-ce que tu veux en rajouter Et, un? et ben, tu vois, je pensais que personne allait parler de Tardieu, donc j'avais prévu d'en parler. Et effectivement, ouais, il a pris la. Alors moi, j'aime bien Mouton, hein, qui fait avec les moyens qu'il a. Mais Tardieu a pris la place de Mouton depuis 2 matchs, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Bon, Marseille, c'était dur à juger, hein, vu la correction qu'on a prise. Mais là, il a fait un bon match, Tardieu. Il s'est bien remis dedans, j'ai l'impression. Et ouais, c'est bien ça fait une solution en plus au milieu de terrain. D'autant que Mouefek, alors espérons qu'il revienne pour de bon. Avec Mouton, ça fait une bonne, voilà, il y a une bonne concurrence pour le milieu de terrain. Et ça, pour la fin du championnat, voilà, c'est hyper important parce que si on a un milieu de terrain costaud, ça peut aussi aider à stabiliser la défense. Donc voilà, moi je suis satisfait du match de Tardieu, effectivement, qui ne triche pas sur le coup. Ouais. Karl, dans le chat, les tops qui ressortent, est-ce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas cités? Alors, non, bah évidemment que ça cite Cardona, ça cite, bah du coup ça cite du Tardieu, je vais y revenir, ça cite du Davitashvili. C'est bah il y a Bouchouari évidemment qui revient, mais en fait il revient quasiment à chaque émission, Bouchouari. Donc on va plutôt s'attarder sur Tardieu comme c'est plus rare. Patrice, Tardieu a fait un bon match, il est un peu lent, mais il donne de très bons ballons. Jeff, Tardieu sait se placer, temporiser, il a de l'expérience et peut-être très complémentaire avec Ekwa et Bouchouari. Tardieu plus utile que Mouton quand tu as la possession. Évidemment que les louanges pleuvent pour Cardona. On en a déjà parlé. Cardona est indispensable. Si seulement on pouvait avoir 14 Cardona dans l'équipe. Techniqueur et bagarreur de Cardo. Cardona va peut-être nous sauver, mais pas d'attitude plus mesurée qui nous dit que Cardona ne changera rien si on continue à prendre 3 buts à chaque match. Et enfin, il y a Céline qui nous cite Nadé, un set monstrueux derrière, c'est un rock, il a une lecture du jeu, et il perd rarement un duel à ce moment-là. Donc voilà, c'est la seule qui cite Nadé sur ce match-là, mais voilà. Ok, très bien. Euh, Si on fait un petit point sur le classement, donc avec ce point pris, nous arrivons à 19 points, le 15e est à 22 points et le 17e, oui, pardon, est à 17 points. Finalement, avec les résultats du week-end, on reste encore en course, malgré le fait que c'était quand même plutôt une victoire obligatoire ce week-end. Euh, est-ce que ça vous semble toujours jouable ce maintien ou est-ce que le fait qu'on prenne pas des points contre Angers qui est pourtant normalement à notre portée, pour vous ça sent mauvais? Alors, sentir mauvais, oui, ça sent pas bien bon pour le moment parce que on est barragiste. Ce qui est dommage, c'est de pas avoir gagné ce match. Enfin, on ne pouvait pas savoir les résultats qu'allaient faire Le Havre et Montpellier. Parce que si tu gagnais ce match-là, tu pouvais te permettre de perdre contre Nice, qui est un gros qui va venir chez toi, et tu restais encore devant eux. Là, maintenant, bah, contre Nice, tu n'as pas le choix à l'erreur, quoi. Tu es obligé de gagner, de battre Nice. Ouais. Alors, en plus, tu as une revanche à prendre, tu en avais pris 8 au match aller. Mais voilà, c'est dommage d'avoir grillé cette cartouche-là parce que tu te donnes un petit peu d'air par rapport aux deux poursuivants, qui pour moi, Montpellier et Le Havre, ça va être très compliqué pour eux aussi parce que alors, j'ai regardé un petit peu les deux matchs hier, c'était pas terrible, terrible. Mais voilà, c'est dommage. Mais pour moi, oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais par contre, il va falloir battre les équipes qui sont à notre portée. Le Havre, Montpellier, Reims. Après, puis essayer de faire des exploits contre Nice, Monaco. Ça peut être jouable. Ouais.
Pierre, justement, Adrien évoquait Le Havre et Montpellier qui ont tous les deux perdu ce week-end. Le Havre qui s'enfonce clairement dans la crise. C'est tendu avec les supporters. À Montpellier aussi, on le sait. Peut-être que ce qui va aider à Saint-Etienne, c'est le fait que le public soit toujours derrière, non? Ouais, effectivement, ça peut. L'apport du public sera important, notamment pour les matchs à domicile. Après, moi, je pars du principe que ça sera compliqué de faire mieux que barragiste, malheureusement. Mais bon, quand on voit l'état effectivement de Montpellier et Le Havre, qui sont pas top non plus, on peut se dire on a nos chances pour au moins être 16e. Après, si on veut se sauver directement, ce sera plus compliqué. Il faudra gagner ce championnat à 4, qui inclut Reims. Euh, Parce que malheureusement, Nantes a gagné ce week-end, donc ils prennent Nantes, leur ouais, ça te distance. paraît inaccessible? Bah, on sait jamais dans le foot, mais à l'allure à laquelle on avance, ils ont 5 points d'avance, voire 6 avec le goal average. Vu le nombre de journées qu'il nous faut pour prendre 6 points, je pense que c'est compliqué, effectivement. Donc après, voilà, Reims, ils ont vraiment une sale dynamique, Reims. À voir, moi j'ai peur qu'ils remettent un petit coup de collier à un moment donné, Reims, mais bon, je peux me planter. Et voilà, donc moi j'essaye de me dire qu'il faut qu'on vise, faut pas se planter, hein, mais il faut qu'on vise à minima les barrages, et puis voilà. Il faut toujours garder Le Havre et Montpellier en ligne de mire. Encore une fois, les confrontations directes contre ces deux équipes seront primordiales. Et voilà, mais y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Si on regarde les matchs de nos principaux concurrents directs, Reims se déplace à Monaco. Bon, on est d'accord que, a priori, là, Monaco s'impose sans trop de difficultés. Le Havre se déplace à Lens. On a Nantes qui se déplace à Marseille et la seule équipe qui reçoit donc dans ce championnat, c'est Montpellier qui recevra Rennes. Donc a priori, c'est des matchs que nos concurrents directs sont censés perdre, mais nous jouons contre Nice et là aussi malheureusement c'est un match que sur le papier on va avoir du mal à gagner. Ouais, Pierre disait que on devait viser les barrages, que ce serait dur de viser mieux. Adrien, tu le rejoins là-dessus ou pas? Ah oui, bien sûr, ça va être très compliqué d'aller chercher les équipes qui sont devant, à part Reims, qui est vraiment dans le dur. Mais Nantes, ils se sont quand même permis de battre le RC Lens. Le RC Lens, ça joue l'Europe. Nous, on n'est pas capable pour le moment de battre une équipe qui joue l'Europe. On a vu contre Marseille, on a vu contre Paris, on a vu contre Monaco. C'est très compliqué. On n'a pas, même contre Rennes, parce que Rennes, moi, les voir là au classement, pour moi, je comprends pas, parce que c'est une équipe qui devrait jouer le haut de tableau. Après, voilà, il y a deux championnats il y a deux championnats dans ce championnat, en fait. Il y a les Reims, Nantes, Saint-Etienne, Montpellier, Le Havre. Et après, il y a tout ce qui est au-dessous, tout ce qui est au-dessus, pardon. C'est très compliqué. Donc, le minimum de points qu'on peut prendre, il faudra les prendre. Essayer de gratter un petit point contre Nice. Mais par contre, voilà, d'aller gagner au Havre, d'aller gagner à Montpellier, c'est impératif. Ouais. Je vous propose pardon, qu'on parle du prochain match justement contre Nice. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur sur ce Saint-Étienne-Angers que nous avons vécu il y a quelques jours? Bah, moi, Personnellement, simplement que c'était un match où il fallait prendre les 3 points. Et, euh, et vu le calendrier qui arrive justement après Le Havre et Montpellier, s'il fallait 3-4 victoires pour se maintenir, là on a laissé passer un joker. Et en ça, c'est ce qui est dommage, d'autant plus que on l'a pas précisé, mais Angers, ils sont arrivés avec une équipe quand même bien diminuée. affaibli. Oui. Voilà. Et ça, c'est le côté un petit peu problématique dans notre parcours. Je pense qu'il fallait miser sur 3 points sur ce match, mais d'un autre côté, tous nos concurrents ont perdu, donc on leur prend quand même un point, paradoxalement. Ouais, ouais, c'est vraiment le championnat à deux vitesses. Adrien, ouais, tu veux rajouter un Ouais. truc sur sur Saint-Étienne-Angers, décidément? Ouais, c'est comme disait Pierre, c'est dommage d'avoir gâché cette victoire. Surtout qu'il la tenait, quoi. C'est malheureux, quoi. À 30 secondes près, c'était fait.
Bon, maintenant, il faut pas regarder en arrière, il faut regarder de l'avant, et puis il fallait créer l'exploit contre Nice. Après, si les joueurs sont revanchards et qu'ils se rappellent du match aller, bah voilà, c'est le moment où jamais de mettre le pied à l'étrier et puis de chercher une petite victoire. Le Havre l'a fait à Lille. Le Havre était gagné à Lille, pourquoi pas Saint-Etienne gagner Nice à domicile? Ouais. C'est vrai. Tiens, juste pour terminer sur ce Saint-Étienne-Angers, à la fin du match, à moins que vous ayez coupé votre télé à la 94e pile poil, juste à la fin du coup de sifflet final, vous avez assisté à une petite séquence de tension entre staff, joueurs, etc. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui peut être impactant et qui a du sens par rapport à la nervosité, à la frustration, tout ça, ou c'est un non-événement, juste fin du match, scénario renversant, tension, Est-ce que pour vous, en gros, c'est un non-événement, ou est-ce que pour vous, ça raconte plus de choses que ce qu'on veut bien y voir? Moi, personnellement, non, c'est un non-événement, parce que bon, il a gardé le ballon, il a gardé quoi, 4-5 secondes. Après, je pense que c'était plus la frustration d'Hollande d'avoir fait match nul à la dernière seconde. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est le geste de Dieng, quand il prend Dashvili par le cou. Ça peut être revu à la VAR, ça peut être un carton rouge. Après, le match est terminé, donc c'est pas. Mais ça a été l'inverse, ça a été un Stéphano qui aurait fait ça. C'est vrai qu'on n'est pas bien chanceux avec les arbitres, ça a pu se terminer par un rouge. Donc, mais bon, c'est plus anecdotique qu'autre chose pour moi, ça. Ouais, Pierre, pour toi aussi, c'est un non-événement. Ouais, 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 je suis sur la même lignée. Alors, pour être honnête, j'ai coupé la télé, mais j'ai vu après, effectivement, oui, c'est la nervosité. Orneland, il est dégoûté de s'être fait rejoindre dans les arrêts de jeu, et voilà, c'est humain. Et je crois que les deux coachs en conf de presse ont fait leur mea culpa, donc Mhm. ouais, pour moi, non-événement. Ok, bon, très bien. Eh bien, on va passer du coup à la partie sur le prochain match contre Nice. Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Alors, messieurs, le prochain match, donc ce sera la semaine prochaine, c'est le 1er mars à 17h. Ce sera diffusé sur DAZN et on reçoit l'OGC Nice. Vous vous souvenez, je suppose, du match aller, effectivement, qui s'était terminé par un. Je t'interromps, Kun, ça sera sur Beansport. Ah, ce sera sur beIN Sport? Oui. Et Ok. Sobin, oui. Ok, très bien. Bon, eh ben, my bad. Du coup, il va falloir que je trouve un moyen de voir le match. Du coup, on disait, oui, j'imagine que vous vous souvenez du match aller qui qui a été un petit peu lourd dans la besace et pour le goal average. 8-0 à l'aller. Pour ce prochain match contre Nice, on y va avec un coach différent, on y va avec quelques recrues, pas énormément, mais quelques-unes, et surtout une philosophie de jeu qui est un petit peu différente, et on reçoit. Est-ce que pour vous, on a les moyens de se venger? Est-ce que c'est possible de prendre l'avantage sur ce Nice? Ou est-ce que c'est une mission quasi impossible, comme si on affrontait le PSG, Pierre? J'aimerais être optimiste, mais quand je vois leurs ailiers, la vitesse de leurs ailiers, nos latéraux, leur forme du moment, notre forme du moment, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Je pense que la marche est trop haute. Alors j'espère me tromper, hein. Un point, je le prends largement. Mais voilà, je suis pas hyper optimiste malheureusement. Euh, voilà, alors bien sûr, faut jouer ce match à fond. Mais pour moi, voilà, les deux vrais rendez-vous, ce sera les deux qui suivront à Montpellier et au Havre. Mais voilà, je pense que devant, ça va trop vite pour nous et derrière, c'est hyper costaud. Donc voilà, on parle pas assez de leur coach, Frank Hayes, qui était à Lens l'an dernier, qui faisait déjà du bon travail et qui fait du bon travail avec Nice cette année, malgré leur parcours horrible en Coupe d'Europe. Mais en championnat, ils sont bien là. Et je les vois pas ralentir à Geoffroy Guichard, malheureusement. Alors, au-delà de viser une victoire, est-ce que, Adrien, tu penses qu'on peut éviter une déculottée comme à l'aller? Ah bah déjà, alors si on démarre le match comme on a démarré samedi, c'est mort, c'est même pas la peine Ouais. d'y penser. Après, moi je me dis que les gars sont, dans le football, quand on prend une bonne branlée comme on a pris au match aller, on est vachement revanchards. Après, il va falloir y mettre l'intensité, surtout rester bien en place, parce que si on se découvre, avec, comme a dit Pierre, avec la défense les latéraux qu'on a, pardon, ça va être très compliqué, c'est des boulevards.
Mais s'ils prennent le match à bras-le-corps, un petit peu l'entame de match qu'ils ont fait au Parc des Princes. Au Parc des Princes, on a joué pendant 30 minutes où on a fait jeu égal avec le PSG. Alors, le PSG devait jouer un tour en dessous, sûrement. Mais voilà, on a quand même des qualités, on a des joueurs de qualité. Et sur un malentendu, si on arrive à marquer en premier, ça va les obliger à se découvrir. Et derrière non plus, alors il y a des bons joueurs, mais Dante, c'est pas très jeune non plus, ça a de la bouteille, donc ça va pas très vite non plus. Et avec la vitesse de Cardona, la vitesse de Dashvili, ça peut créer des espaces. Donc, moi, je reste confiant sur ce match-là. Après, de là à aller le gagner, un point, ça serait très bien. Ok. Au niveau de la composition d'équipe, déjà, est-ce que dans le chat, Karl, les gens affichent de la confiance ou pas du tout? Alors comment dire, non, pas du tout. Il y en a qui s'inquiètent du poids que pourrait peser dans les têtes la déculottée du match aller. Parce que même si le coach a changé, même s'il y a eu quelques recrues, la plupart des joueurs étaient bien là à Nice au match aller. Mission impossible, mission impossible, mission impossible. On va se faire étouffer, on va se faire bouffer au milieu. Si on fait un match nul, c'est un exploit. Mais pas très optimiste, mais avec de l'envie, tout est possible. J'espère qu'ils ont envie de reprendre leur revanche quand même. On n'a aucune chance contre le troisième du championnat. Nice, sur les 5 dernières rencontres, c'est 4 victoires et un nul. C'est aussi bien que le Paris Saint-Germain. Dante, il a un AD et un Batou Benfica dans chaque jambe. Arrêtons le carnage. Voilà, bon, beaucoup d'optimisme dans le chat. Ça fait envie de... Ouais. On a samedi, quoi. Karl, je te laisse le crachoir. Il y a Laurent qui pose la question pour le prochain match. Croyez-vous que le nouveau Traoré peut être dans le groupe? Avez-vous des infos sur ce gamin? Je sais que tu es souvent bien renseigné. Il y a Céline aussi qui posait une question sur ce joueur. J'avoue qu'à titre personnel, j'ai pas beaucoup d'infos à donner là-dessus. Est-ce que t'en sais plus, toi? Alors, au risque de vous décevoir, j'ai pas d'infos non plus sur le sujet. Ok. Alors, c'est le petit jeune qui a gagné la CAN en U17, là, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, alors, Non. le petit Traoré, c'est pas ça, non? Non, mais non, moi je vais être clair là-dessus. Là, on est hors période de mercato. Alors, je crois qu'il va signer en mai. En mai, c'est ça, voilà, oui. Et il Quand pourra il pas aura jouer avant ses 18 ans, 18 ans. et même il pourra pas jouer avant la saison prochaine, Oui, dans tous tout les cas. simplement parce que c'est une période, ce n'est plus une période de mercato, donc on n'aura pas ce jeune ne sera pas disponible avant la saison prochaine. À la saison prochaine, ouais. Oui, dans tous les cas, effectivement, pour inscrire un joueur sur les listes, ça se fait pas comme ça quand on veut. Non. Enfin, il y a des règles qui sont quand même assez précises. Et puis, dans tous les cas, est-ce que c'est vraiment un joueur qui, même s'il avait pu jouer la semaine prochaine, aurait été aligné? Rien n'est moins sûr. Oui. Je vous affiche l'effectif actuel à la place d'Orneland. Si vous étiez vous aussi norvégien avec une mâchoire assez carrée et que vous aviez un regard qui fait peur, qu'est-ce que vous feriez au prochain match? Donc on a compris que le choix de Dylan Nguessan n'avait pas forcément fait l'unanimité. Est-ce que vous laissez Davitashvili sur le banc pour le faire rentrer en cours de jeu? Est-ce que vous le remettez titulaire? Bref, quelle composition tu envisages, Adrien? Ah l'Arsenal dans les cages, bon, on n'a pas bien le choix de toute façon. Mhm. L'Arsenal dans les cages avec Nadé et Benwer derrière dans l'axe. Après le Petro sur le côté gauche. Après à droite, là se pose un peu l'interrogation parce que sincèrement, si on a Ivan Masson sur le côté, ça va être très compliqué. Sincèrement, ça va être très compliqué. Après, au milieu de terrain, je serai le même milieu de terrain, moi, que ce soit avec Tardieu, Bouchoirie et quoi. Mais par contre, devant, j'enlève le petit Guessin, je remets Dajvili et Cardona dans là. Cardona? Ok. Si Van Masson, tu le mets pas, est-ce que tu fais confiance à un Denis Sapia de retour? Je préfère un Denis Sapio. Sincèrement, je préfère un Denis Sapio. Ouais. Ok. Pierre, est-ce que tu rejoins Adrien sur sa composition ou est-ce que tu vois quelque chose de Ouais, différent? Et est-ce que je- tu restes dans ce 4-3-3 bien sûr. qui assure la possession mais qui n'assure pas forcément une efficacité offensive à toute épreuve? Pour le système, bien sûr. De toute façon, il restera. Enfin, la question se pose pas parce que Ouais. le coach, c'est 4-3-3. Juste un petit bémol. Donc la défense, je garde la même, mais par rapport à Adrien, alors j'entends ce qu'il dit, il a raison hein, sur Masson.
Mais au moins, je préfère mettre Masson que Apia parce que Masson, il apporte un peu plus offensivement. Et voilà, avoir deux latéraux, Petro et Apia, qui malheureusement ne savent pas faire un centre, c'est compliqué pour gagner des matchs, pour servir des attaquants. Donc moi, je laisserai Masson, sans dire que c'est une solution parfaite, hein. Le milieu de terrain, je laisse le même. Et devant, donc Stassin en 9, Cardona bien évidemment, et peut-être Boakier titulaire. Et vu que le coup de faire entrer Davitashvili a bien marché et a piqué Davitashvili un peu, peut-être faire rentrer Davitashvili à la mi-temps. Ok. J'ai vu pas mal de fois passer dans le chat des gens demander et Sissoko il a disparu, pourquoi Sissoko joue pas, pourquoi ne même pas le faire jouer quelques minutes. Est-ce que pour vous Sissoko c'est logique qu'il soit plus aligné parce que pas au Alors, niveau, ou est-ce que au contraire vous aimeriez le revoir un peu plus? On rappelle quand même que sur la saison dernière il met ses quelques buts, ça reste un attaquant qui est en capacité de marquer. On alors le reverra de toute façon. Hein. déjà, faut signaler que Sissoko, il avait été malade toute la semaine avant le match de Angers. Donc, alors certes, hein, même les matchs d'avant, il avait peu de temps de jeu, mais là, le fait qu'il ne soit pas du tout rentré, c'est peut-être qu'il n'était pas en Hmm. super condition pour jouer. Il avait été Mais on suspendu verra. 7 matchs aussi, on le rappelle, pour Voilà, garder le rythme, c'est pas la Ouais. meilleure des pas évident. solutions. Après, Mais c'est c'est sûr une que solution contre Nice. Hein. Ça peut être une solution parce qu'il l'impose physiquement, il est dur au marquage. Stassam peut épuiser la défense pendant une bonne heure 20. Et pourquoi pas le faire rentrer un petit quart d'heure pour imposer un petit peu de la puissance physique. Mais ouais, tu le vois pas titulaire, quoi. Toi, tu le vois Non, 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 rentrer je le vois éventuellement. pas titulaire. Ouais. Rentrer, ouais, mais pas titulaire, non. Et ouais, Pierre, toi, en sortie de banc, tu préfères un N'Guessan à un Sissoko, ou un Sissoko à un Stassin, non, à un non, N'Guessan? non, moi, Sissoko en sortie de banc, ça peut être pour faire souffler Stassin, qui est le titulaire indiscutable, même s'il était un peu moins en vue contre Angers. Mais c'est très bien par exemple, si Stassin fait les 75 premières minutes, c'est très bien de le suppléer par Sissoko. Donc, non, non, moi, Sissoko en deuxième numéro 9, je trouve que c'est une bonne option. Ok, Karl, sur le cas Sissoko, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Ah, Karl, tu étais pas mute, et là, tu t'es mute pour parler. C'est Ah l'inverse ouais, qu'il faut faire. je maîtrise pas l'outil, je suis nouveau. Il y a Stassin, est bien, mais non, Sissoko, hors de tout ça, s'il vous plaît, c'est Enzo Chaumier qui nous dit ça. Il y a Enzo, un autre Enzo qui nous dit Sissoko est largement supérieur à Stassin la demi-lune. Stassin la Euh, demi-lune, hein, dédicace à Joss, bien sûr. Il n'y a pas d'attitude qui nous dit Apia ou Mouton ou Masson, la question de Mouton. Il y en a qui se demandent si Sissoko est vraiment dans les plans de l'entraîneur ou pas. Et il y a Franck Nat qui veut vraiment savoir et qui nous écrit à la fois sur YouTube et sur Twitch. Bravo pour la persévérance. Sissoko, c'est mauvais, ça c'est DB qui nous dit ça. Sissoko n'est pas un très bon techniquement pour un neuf, mais il est plus costaud que Stassin, c'est El Kato qui nous dit ça. Jeff qui nous dit Sissoko, tu peux l'associer à Stassin, ça peut le faire avec un Boaké en 10 par exemple. Et sinon, sur le cas Apia Masson, il y a Foul 63 qui nous dit plutôt Masson, Apia je n'en peux plus. Plutôt Masson que Apia, c'est plus rapide et plus propre techniquement, mais même si c'est très nerveux en défense, c'est frère Robinho qui nous dit ça. Sosigno qui nous dit je préfère voir Apia à droite et Masson à gauche. Elgato qui nous dit bah, Apia est lent et Masson défend pas très bien, donc bah, il n'y a pas trop de choix, quoi. Et voilà. Ça, c'est vrai que c'est probablement le plus gros échec quand même. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, mais le plus gros échec du mercato hivernal, c'est probablement ça, hein, l'absence de recrutement sur les côtés. Alors, on Sur sait les que côtés, ouais. ça s'est raté vraiment sur la toute fin, mais ouais, c'est Clairement. c'est c'est- c'est la grosse erreur. Eh bien, écoutez, je vous propose que nous passions au prono. Tiens, est-ce que vous avez un petit prono à nous faire sans nous faire pleurer? Pierre, tu dirais combien? Sans te faire pleurer. Ouais, sans me faire pleurer, s'il te plaît.
Bon, bah, je m'abstiens, du coup. Non, mais en vrai, vas-y, hein, tente la grosse En, cote. Hein. Si en tu tentes un vrai, 6-0 et que ça passe, non, non, non. Moi, je dirais 1-3 pour Nice. 1-3, ok. Pour toi, Adrien? Allez, je vais 1-1. Un partout. Je vais essayer de Oh, rester, ouais, je vais essayer de rester confiant. eh ben écoute, on se le souhaite. En tout cas, ce serait presque un point bonus de prendre un point contre Nice. Karl, dans les pronos du chat? Ouais, écoute, c'est très joyeux. Il y a des 1-4, 1-4, 0-3, 1-5, 2-4, 1-3. Il y a LC71 qui nous dit 1-0 pour nous. Bah écoute, que les dieux du foot t'entendent. Hein. 0-3, 1-5, 0-4, 0-4, 0-2. 1-1, je signe tout de suite, c'est pour Laurent, je pense que tout le monde signe. Malheureusement, 3-0 pour Nice, d'accord, merci. Franz Raspail, qui vient de Guadeloupe, qui nous salue d'ailleurs, qui nous dit 0-2. Enfin bref, beaucoup d'optimisme. On retient quand même quelques supporters qui voient un match, qui voient ou qui espèrent, je sais pas trop, un match nul de nos Verts. Ouais. Bah, c'est souvent ça, hein, quand on est supporter et qu'on imagine une défaite, on pronostique souvent le match nul pour pas se faire trop de mal au moral. Et les gens qui pronostiquent 1-0 pour nous, ça veut dire qu'ils nous imaginent ne pas prendre de but. Après, Je sais pas dans quelle réalité parallèle ils vivent, après, on mais ne sait jamais. Hein, on l'a fait en début de championnat contre Lille. ouais. Lille, tout à fait, oui. Voilà, donc bon, c'est le match référence, donc on en reparle depuis la 4e journée de ce match. Mais voilà, il peut y avoir un fait de jeu, ça peut. Voilà, faut se raccrocher à ce qu'on peut, mais voilà, on y croit, et puis même si c'est pas ce match-là, bah, on essaiera de faire mieux les prochains, mais ouais, c'est sûr que cette saison est longue et c'est compliqué d'aborder des matchs en sachant que ça va être compliqué, effectivement. Il y a, Ouais. il y a sur YouTube, il y a Enko Ishidoro qui nous dit 9-0, ne soyons pas complets. Ouais, bah écoute, un triplé de Maxime Bernauer sur corner, un doublé de Michael Nadé en frappe de l'extérieur de la surface. Tout est possible, hein, tout va très vite dans le C'est football. possible dans Hein. le foot. Ouais, Ouais, Adrien, tu voulais rajouter un truc? ouais, non, il faut garder espoir. Dans le football, rien n'est défini. Hein. Ça peut très bien se passer et Nice peut passer à travers sur un match aussi. Là, ils sont sur 4 matchs sans défaite, mais peut-être qu'il y a un petit caillou dans les rayons et ça va faire dérailler l'équipe. On ne sait pas ce qui peut se passer sur un match. Après, c'est à Saint-Étienne de mettre les ingrédients pour aller chercher un résultat. Tout à fait, n'oublions pas que nous aussi, on reste sur un match sans défaite. Donc, Tout à fait. c'est pas négligeable. Messieurs, je vous propose que nous passions à la dernière partie de l'émission. Vous le savez, comme chaque semaine, on joue ensemble, on se fait un petit quiz. N'hésitez pas, bien sûr, dans le chat à jouer avec nous. Mais bien sûr, messieurs, Adrien et Pierre, je vous invite à ne pas regarder le chat pour ne pas être aidés. C'est parti donc pour le quiz qui va concerner notre prochain adversaire. Et donc, première question, pour prendre la main, c'est une question de rapidité. Vous me dites votre prénom et le premier qui dit son prénom a la main. Quel est le nom de l'ancien stade de l'OGC Nice? Adrien, Adrien? le stade du Ray. Le stade du Ray, qu'on prononce, je l'ai appris juste avant l'émission, le stade du Rail. Du Rail, oui. Mais attention, tu n'as pas encore marqué le point, c'était juste pour prendre la main. Désormais, je vais te poser la question, que signifiait le rail de stade du Rail? Est-ce que ça signifiait le chemin de fer? Est-ce que ça signifiait le ruisseau? Ou est-ce que ça signifiait le bord de mer? Bah, je dirais le bord de mer. Eh bien non, c'était le ruisseau. Il n'y aura donc pas de point marqué sur cette première question. Deuxième question, qui est le joueur de l'effectif actuel qui a joué le plus de matchs avec l'AS Saint-Étienne? Pierre, Pierre? je dirais Nadé. Nadé, ce n'est pas la bonne réponse. Nadé, c'est le deuxième. À toi, Adrien, c'est toi qui as la main. Ah bah, je dirais l'Arseneur. Larsonneur, non, il est sixième, je crois. Bizarrement. À toi, Pierre, tu as la main. Et ben, je dirais Masson. Masson, ce n'est pas bon également. À toi, Adrien. Je vais dire Bouchoirie. Bouchoirie est troisième. Nous cherchons On est toujours nul, le hein. premier. À toi, Pierre. Ou Efek.
Eh ben, effectivement, c'est Emen Mouefek qui a fait 112 apparitions avec le maillot vert. 55 titularisations seulement, mais 112 matchs avec le maillot vert. Deuxième, Michael Nadé, 94 matchs. Troisième, Benjamin Bouchouari, 89 matchs. Quatrième, Léo Petro, 88 matchs. Et cinquième, Denis Sapia, 76 matchs. Troisième question. On en est déjà à 13 pénaltys concédés cette saison. Lors de notre dernière saison en Ligue 1, qui s'est soldée par une descente, on le rappelle, combien de pénaltys avions-nous concédé sur l'ensemble de la saison? En Ligue 1, je précise. C'est un au plus proche. Adrien, je veux dire 9. Adrien, tu dis 9. Pierre? 8. 8. Et c'est un tout pile. Nous avons concédé 8 buts. Le point va à Pierre. Et donc, quatrième question pour qu'il y ait un troisième point de marqué. Cardona a inscrit un doublé sous le maillot vert ce week-end, avec le numéro 7 sur les épaules. Citez-moi d'autres joueurs ayant porté ce numéro. Et celui qui n'en a plus a perdu. On va commencer avec Adrien. Kader Ferraoui. Attends, pardon. Tu peux me redire? Kader Ferraoui. Kader Ferraoui, tout à fait, ça fonctionne, la saison 98, 99 et 99, 2000. À toi, Pierre. Le numéro 7, hein, c'est ça? Ouais, des joueurs qui ont porté le numéro 7 à Saint-Etienne. Je crois que je vais peut-être dire une grosse connerie. Aubameyang, non? Aubameyang, eh bien, oui, il a porté le numéro 7 les saisons 2011, 2012, 2012, 2013, mais la première saison qu'il avait passée à Saint-Etienne, il avait le numéro 9. À toi, Adrien. Je dirais Tibeuf, Philippe Tibeuf. Waouh, Philippe Tibeuf. Tibeuf, eh bien, Tibeuf, je l'ai en numéro 10 et en numéro 11, mais je ne l'ai pas en numéro 7. Alors, Pierre, est-ce que tu en as un autre de numéro 7 pour valider ta victoire? Mon conduit. Thomas Monconduit, est-ce que je l'ai? Thomas Monconduit, effectivement, il a porté le numéro 7. Je me rappelle de l'anecdote, quand Cardona arrive, là, il y a un mois, Ouais. c'est Monconduit qui lui laisse son numéro. Eh bien, effectivement, puisque Cardona, il avait porté le 13, je crois, quand il était là la saison dernière, ou je sais plus, mais bref, il Le n'avait pas le 11, numéro non 7. Le 11, oui, c'est ça. Donc, Le 11, ouais. il y avait aussi du Max-Alain Gradel, du Jean-Christophe Baebec, du Franck Honora, du Rémi Cabella, du Louis Mouton, qui a porté le numéro 7. Attends. Ah oui, il a porté du numéro 7 cette saison. On avait du Paganelli, du Revelli, du Johnny Rep, bref. Dimitri Payet aussi, qui lui aussi a de la bouteille. C'est vrai. Et il y a Charlie qui nous souhaite un bon anniversaire depuis la Nouvelle-Zélande. Et ben écoute, merci à toi et puis on espère un retour de ton compatriote le plus vite possible. Benold qui manque à cet effectif. Bien sur ce, messieurs, merci d'avoir animé cette émission avec moi. On vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente semaine, de voir un très beau match ce samedi. N'hésitez pas à aller suivre Peuple Vert sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne sur YouTube pour ne rien rater des émissions. Comme vous l'avez remarqué depuis quelques semaines, il y a aussi un avant-match qui est diffusé chaque semaine et qui est très intéressant. Je me permets de le dire parce que je n'y participe pas et je l'écoute quand même chaque semaine. Et puis bon, vous avez aussi la chronique de Joss et autres vidéos un peu moins intéressantes, mais tout ça est accessible. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. À bientôt. Salut.